Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Afrofoot. Vous êtes sur Global Africa, on est très heureux de vous savoir de plus en plus nombreux à nous suivre justement. Aujourd'hui dans Afrofoot, encore de l'actualité, beaucoup d'infos avec presque les mêmes acteurs. Salut Lucas. Salut Malik. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, encore une fois, deux chroniques pour nous parler de quoi? Ouais, aujourd'hui j'ai plein de surprises pour toi. Dans Crack Legend, je vais parler d'un milieu ghanéen très puissant. Mais tu sais, quand tu commences comme ça, j'ai envie que tu nous cites un nom. Ah, mais j'aime bien te faire des petites surprises. Non, mais c'est pour nos téléspectateurs. C'est Michael Essien. On va parler de Michael Essien aujourd'hui. Le rock. On va lui rendre hommage et on va faire un Tu préfères qui avec deux grands attaquants qui marquent un peu l'Europe ces dernières années. C'est Serhou Guirassy et Victor Osimhen. Oula, ça c'est un vrai face-à-face. Là, tu sais tout maintenant. J'en sais tout. Salut Alex, ça va? Salut Malik. Bien la forme? Ouais, tranquille. Pareil pour toi, en Foot Panorama, tu nous parles de quoi? Foot Panorama, je vais vous faire un petit récapitulatif des joueurs africains qui ont été décisifs ce week-end et cette semaine. Et puis dans Prochain Contrôle, mon autre chronique, on va parler des rendez-vous à venir pour les sélections africaines. Bien, le programme il est déjà riche là. Ouais. On n'a même pas encore fini les présentations. Salut Désiré, comment ça va? Ça va très bien. Oui, content d'être de retour. Ben, nous aussi on est content de te recevoir à nouveau. Alors il y a un face-à-face aujourd'hui, on profite pour le dire. Face à toi, il y aura Alex. On va s'interroger justement sur l'utilité de la VAR. Hein, toi, tu es pour, tu es contre, on saura ça dans quelques instants. Pareil pour toi aussi, on saura si tu es pour ou contre la VAR. Et puis on a un invité, Ousmane. Monsieur Foot, Ousmane Kassé, comment ça va? Salut Malik, ça va très bien. La forme? Salut à tout le monde, ça fait un plaisir de venir pour la première fois sur ce plateau. On m'a dit que tu sais tout sur le foot, Ousmane. Tout. Non, je connais beaucoup de choses quand même. Tu sais beaucoup de choses. Bon, on va découvrir ça. On va découvrir ça dans quelques instants. Et puis vous rappeler aussi que notre sujet principal justement d'Afrofoot aujourd'hui, c'est la CAN 2025. On va se poser la question de savoir entre le Sénégal, l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, qui potentiellement est capable de freiner le Maroc. Le Maroc, pays organisateur, pays qui, ma foi, est rempli de talent et qui organise cette CAN chez elle à domicile. Qui est capable de freiner le Maroc? C'est le débat qui arrive dans quelques instants. Mais juste avant, on va commencer les amis par notre cash chrono habituel. Lucas, on va commencer par toi. Tu as décidé de parler de l'Olympique de Marseille. Bah oui, parce que tu le sais Malik, l'Olympique de Marseille, là, ils ont fait 10 jours très vertueux, avec 4 victoires d'affilée. Tout va bien. On avait commencé à les critiquer en début de saison suite à l'affaire Rabiot. Et en fait, Longoria et Benassia ont très bien recruté pour compenser ce départ néanmoins important. Et là, on voit quand même qu'il y a une solidité défensive qui est retrouvée. Les apports de Pavard et Aguerd se font sentir. Les recrues s'adaptent. Franchement, c'est quand même un très beau début de saison de l'Olympique de Marseille. Et je veux les souligner parce que je trouve qu'on les critique un peu facilement. Et notamment le président Longoria qui fait du très bon travail. Donc voilà, je voulais leur rendre un petit peu hommage. Est-ce que l'OM peut faire mieux que deuxième? Non, mais c'est pas le sujet. La question est vicieuse. Ils peuvent faire, non, je te dis non, ils peuvent faire deuxième en championnat et un petit quart en Ligue des Champions. Ce sera une belle saison pour eux, mais ils ne seront pas champions. Un quart. Attention, le PSG piétine, on ne sait-on jamais. On verra. Concours des circonstances, tout est possible. Avec toi, mon cher Alex, on va parler des trêves internationales. Ouais. Et là-dessus, tu as presque un coup de gueule. C'est un coup de gueule, mais bon, je pense qu'on est beaucoup à le partager autour du plateau. On n'en peut plus de ces pauses internationales qui sont insupportables, qui coupent la saison. Et on se met à la place des joueurs, on se met à la place des entraîneurs en club, même des sélectionneurs, de tout le monde et du téléspectateur lambda. C'est insupportable, d'autant plus que la fin de l'année, il y a septembre, octobre, novembre. On a 3 trêves qui s'enchaînent, interposées de mois, de quelques semaines. Et en fait, c'est frustrant, en fait. C'est relou. Du coup, moi, pour une fois, je vais être d'accord avec Arsène Wenger qui dit que ce serait bien à un moment donné dans l'année de faire une grosse pause de 1 mois et demi, je crois qu'il avait dit, c'était quelque chose comme ça, où là tu mets 5, 6, 7 matchs internationaux, comme ça laisse le temps au sélectionneur de bien travailler et ça fait pas des pauses toutes les 3 semaines. Non, ça va être un championnat là, un championnat des matchs internationaux. Pour savoir si on est qualifié pour la Coupe d'Afrique, je pense que c'est une bonne chose. Pour la Coupe du Monde, pour l'Euro et tout ça. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça fait trop pour les joueurs, ça fait trop les déplacements. Des fois, on va en Azerbaïdjan, des fois, même et pour les sélections africaines. La Côte d'Ivoire va aux Seychelles, par exemple. C'est des trucs, ça fait beaucoup trop. Donc, moi, je trouve ça bien de cloisonner ça pendant un temps et de ne pas entrecouper à chaque fois. Tu vois. C'est ton avis et ça s'entend. On partage presque cet avis, tout simplement. Après, pourquoi pas, ne serait-ce que l'expérimenter et voir après si ça fonctionne et puis perdurer là-dedans. Ça aussi, c'est possible. Désiré, avec toi, tu as décidé encore une fois de nous
Amené du côté de la RDC. Exactement. Pour nous parler de qui, de quoi? Alors de Wan-Bissaka, qui est maintenant un néo-international congolais. Tout à fait. Mais cette fois-ci, du coup de cœur la semaine dernière, je passe au coup de gueule. Pourquoi? Alors, c'est une bonne chose peut-être effectivement sur le plan sportif que Wan-Bissaka ait rejoint les rangs de la RDC. Mais par contre, moi, ce qui me dérange, c'est les joueurs justement qui prennent une décision tardive pour rejoindre leur sélection d'origine, on va dire. Parce que pourquoi? C'est seulement en mai, au mois de mai là, qu'il a donné enfin son accord pour rejoindre la sélection des Léopards, alors qu'il avait été sollicité pendant de nombreuses années. Donc c'est à 27-28 ans qu'il se rend enfin compte que il n'aura plus d'espoir pour jouer justement avec la sélection anglaise. Alors il va jouer justement avec la sélection congolaise. Et moi ça, je ne suis pas du tout fan. Je pense que justement les nations africaines, si elles veulent se faire respecter et être mieux considérées, elles doivent apposer leur veto. Par exemple, on a un exemple concernant l'Algérie. Vous avez aussi Lucas Zidane, qui à 27 ans va faire sa première sélection avec justement les Algériens. Bizarrement, lui aussi, il s'est rendu compte qu'à 27 ans, il avait des origines algériennes. Donc j'ai même vu sa famille qui devrait normalement se rendre justement en Algérie pour une sorte de tournée, pourquoi pas avant, bizarrement. Donc pour moi, on devrait interdire cela. Si les entraîneurs et sélectionneurs, j'ai apprécié ce qu'a dit Walid Regragui justement. Il a dit que lui, le sélectionneur marocain, il a dit justement que maintenant il va être plus regardant sur les joueurs qui vont passer par les catégories de jeunes au Maroc avant d'être sélectionnés avec justement la nation marocaine. Voilà. Oh, autour du plateau, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis d'accord avec toi. Rapidement. Je trouve que c'est un peu facile de la part de Regragui, mais sinon je suis non, pour moi, je trouve ça bien, la politique sportive du Maroc depuis ces derniers temps. En plus, ça porte ses fruits. Je trouve ça très bien. Pour moi, si tu es prédéterminé à jouer avec ta sélection, tu tergiverses pas, tu dis pas oui, je veux venir, je veux pas venir, parce qu'après, tu te retrouves avec des Andy Delors, par exemple, qui sont là et ils découvrent, comme tu as dit, Alban Lafont, tu vois, c'est des trucs qui sont un petit peu, pour moi, c'est un petit peu relou. Donc il y a la Tunisie qui fait un peu ça, le Maroc qui font ça. Pour moi, toutes les équipes le font en définitive. Toutes les sélections le font. Pas l'Algérie du coup. Non, pas l'Algérie. Parce que Gouiri, Oussem Aouar, il voulait même Cherki. Mais c'est Cherki finalement qui a tardé et qui a enfin pu jouer avec l'équipe de France lors de la Ligue des Nations. Mais par contre, je dis pas que c'est pas évident pour les joueurs binationaux, il n'y a pas de problème. Mais il y a une question de respect pour la sélection que tu choisis à la fin. Et surtout que les sélections africaines, en fait, c'est tout le temps le second choix. Oui, mais il y a aussi quelque chose, Ousmane, je te donne la parole dans un instant, il y a aussi quelque chose qu'il va falloir mettre en évidence aussi. C'est le travail que les différentes fédérations locales aussi doivent mettre en place pour mieux accueillir ces joueurs-là. Je suis désolé, c'est des joueurs qui la plupart du temps évoluent dans des conditions quand même qu'on qualifierait de top. Mais une fois qu'ils arrivent en sélection, les conditions sont loin. Tu parles du Cameroun ? Non, je parle de tous les pays africains. Même du Gabon, où les fédérations africaines ne mettent pas forcément en place des structures dignes de ce nom, de sorte à attirer davantage ces joueurs-là dits binationaux. Ousmane, ton avis après, moi je pense que c'est juste une question d'organisation. Parce que les sélections de jeunes, que ce soit les U17, U18, U20, U23, etc., en Europe, ils ont des compétitions régulières. Même s'ils ne jouent pas des compétitions, ils ont des matchs amicaux. C'est difficile de retrouver ça au niveau des sélections africaines. Et donc, moi, je connais beaucoup de joueurs binationaux qui ont fait les démarches pour rejoindre la sélection africaine. Bon, je parle plus du Sénégal parce que c'est le Sénégal que je connais le plus. Il y en a, ils sont même allés approcher les sélectionneurs des sélections U20, U23 et autres pour pouvoir venir en sélection. Ils étaient même capables de payer leur propre billet d'avion pour venir en sélection. Donc, c'est une question de culture, mais aussi d'éducation des parents. Mais aussi, si on ne t'appelle pas, si on ne fait pas appel à toi, c'est quand même difficile de pousser le bouchon assez loin pour venir en sélection aussi. Merci Ousmane. On continue justement ce Afro-Foot au pas de course avec cette fois-ci des résultats, des actus. Toutes les infos foot, c'est dans Foot Panorama. Mon cher Alex. Ouais, Malik, Foot Panorama. Donc la semaine dernière, je vous avais un peu teasé quelques matchs du week-end. Je voulais aussi vous parler, comme j'ai dit tout à l'heure, des bonnes performances de nos joueurs africains. Donc je voulais commencer par contre par le Portugal, parce qu'il y avait un gros choc Porto-Benfica, avec le retour de Mourinho au stade du Dragon. Il a été bien accueilli. Il a été bien accueilli, il y avait une grosse ambiance, mais malheureusement ça se soldait par un 0-0. Donc c'était un match un peu triste, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le regarder. Moi j'ai regardé, c'était très triste. J'avoue, je n'ai pas regardé. Non, c'était triste.
c'était triste, comme l'autre choc en face, Sporting contre Braga, il y a eu un partout, c'était triste aussi. J'avais aussi teasé du côté de la Turquie, on parlait d'Osimhen, il n'a pas fait un très très gros match avec Galatasaray, puisqu'ils ont fait un partout contre Beşiktaş, et Wilfried Singo qui est sorti sur blessure à la 26e minute. International ivoirien. Sinon en Angleterre, donc City gagne 1-0 à Brentford. Chelsea remporte le choc contre Liverpool 2-1. Ismaïla Sarr, passeur décisif avec Crystal Palace, malgré la défaite 2-1 contre Everton. Arsenal gagne 2-0 contre West Ham, United 2-0 contre Sunderland. Et Tottenham gagne 2-1 contre Leeds avec un super match de Mohamed Kudus, puisqu'il fait une passe décisive et il marque le but vainqueur. Arsenal passe leader de PL, talonné de près par Liverpool et Tottenham Malik. En Espagne, victoire du Real 3-1 contre Villarreal. Défaite du Barça 4-1 contre Séville. J'aime ton sourire. Grosse défaite du Barça. Et avec un buteur, Akor Adams, le Nigérian. Donc je pense qu'il s'est fait appeler. Tu nous en avais parlé la semaine dernière. Il a fait plutôt un bon match. Ouais. L'Atlético qui fait un partout contre le Celta. Et donc le Real reprend sa place de leader à 2 points du Barça. En Italie, j'avais aussi teasé ce choc entre la Juve et le Milan AC. 0-0, donc je vais arrêter de teaser à partir de maintenant. 0-0, Pulisic qui manque notamment son penalty. Naples qui gagne 2-1 face au Genoa avec un but de l'international camerounais Franck Zambo-Anguissa. L'Inter gagne 4-1 contre Cremonense et le défenseur de Guinée équatoriale Coco marque un but avec le Torino contre la Lazio. Score final 3-3. Naples et Rome sont ensemble à la tête du classement avec 15 points. Et en Allemagne, le Bayern gagne 3-0 contre Francfort, franchement sans surprise comme d'habitude. Entre Dortmund et Leipzig, il y a eu un partout. Serhou Guirassy, passeur. Et but du jeune Camerounais de 19 ans, Christian Michel Kofan, voilà c'est ça, lors de la victoire 2-0 contre du Bayer Leverkusen contre l'Union Berlin. Au classement, le Bayern est leader devant Dortmund sans surprise. En France, un partout entre le PSG et Lille. Sofiane Diop. Il faut insister. C'est Ethan Mbappé. Exactement. Oui, il y a sous les Ethan yeux Mbappé du papa qui égalise. du frérot aussi. Oui, d'ailleurs Mbappé il a réagi, il a exulté. Ouais. Il a exulté. On aurait tous fait pareil. Ah bah oui. Hein, c'est quand bien même on est ex-sociétaire du PSG. Il a pris un malin plaisir à exulter. Ça je sais pas. Si, je pense qu'il a pris un malin plaisir. Sofiane Diop, le Marocain qui a marqué un doublé pour Nice contre Monaco, score final 2-2. Deux buteurs sénégalais aussi, Issa Soumaré et Rassoul Ndiaye, les deux Havrais dans le match contre Rennes, 2 partout. Ouattara et Godot, les 2 Ivoiriens buteurs lors de la large victoire strasbourgeoise 5-0 contre Angers. Et Abdallah Sima donne la victoire à Lens dans le temps additionnel contre Auxerre 2-1. Donc ça fait beaucoup de buteurs africains, notamment des Sénégalais. On en parlait que les Sénégalais sont surreprésentés en France et ils performent, donc ça fait plaisir. Amine Gouiri, buteur et passeur en 12 minutes après son entrée en jeu avec Marseille. Victoire 3-0 des Marseillais sur le terrain de Metz. Et pour finir, Malik, tu étais au stade, je crois, ce week-end au Paris FC. Non, tu n'y étais pas ce week-end. La semaine dernière, ouais. Ilan Kebal et Jean-Philippe Crasso sont les 2 buteurs avec le Paris FC vendredi pour la victoire 2-0 contre Lorient. Au classement, PSG leader, un petit point devant Marseille. Et en Angleterre, Iliman Ndiaye, il a marqué. Sur penalty. Oui, il a marqué. Sur penalty précis. Ouais. Il a oublié de préciser. Il a parlé que de la passe de Ismaïla Sarr. Et aussi Antoine Semenyo, le Ghanéen pour Bournemouth. Et toi, forcément, chacun. Il y a tellement de choses que Non, moi, je vais juste te dire tout simplement qu'il y a beaucoup de buteurs sénégalais et on va justement faire un petit teasing, c'est-à-dire que je pense que c'est une équipe qui peut embêter le Maroc. Je crois qu'on va reconfigurer le plateau là la fois prochaine. Justement, tu me fais une belle passe. On va profiter justement pour parler du sujet principal de cette émission. Dans le foot à plat, on va se poser la question de savoir entre le Sénégal, l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et pas mal d'autres pays, qui justement, laquelle de ces équipes est capable de stopper le Maroc, le pays hôte. Ça se passe dans le foot à plat. Alors, je le disais justement les amis, le sujet principal de notre émission aujourd'hui, c'est cette question de savoir quelle équipe aura l'efficacité et le talent pour faire tomber le Maroc. Le Maroc, on le sait aujourd'hui, avec de vrais joueurs, de grands joueurs, avec un historique assez récent, demi-finaliste de la Coupe du Monde, qui joue sur ses terres, qui a un entraîneur qui, ma foi,
gagne en tout cas en confiance, en efficacité dans la progression de son équipe. Alors aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est tenante du titre. On a le Cameroun qui est toujours là, même quand on ne l'attend pas. Il y a l'Algérie, l'éternel rival. Il y a l'Égypte, recordman justement des différentes CAN. Le Sénégal, la valeur sûre, en tout cas si on s'arrête aujourd'hui, le Sénégal est une valeur sûre du football africain. Ou bien on a aussi des outsiders, les amis. La RDC, le Mali, l'Afrique du Sud. Il y a pas mal d'équipes. Donc la question que je vous pose aujourd'hui, les amis, est-ce que vous pensez que dans toutes ces équipes précitées-là, il y en a quelques-unes comme ça qui sont à même de pouvoir gêner le Maroc sur ses terres? Ousmane. Exactement. Moi, je pense qu'il y a deux équipes. Forcément, je suis sénégalais, je pense au Sénégal, parce qu'il y a un déclic qui s'est passé contre la RD Congo. Jamais le Sénégal n'avait gagné un match où il était mené 2-0. Si, face à l'Angleterre, en amical. Non, 2-0, j'ai dit. 2-0. Ah, Oui. tu précises, d'accord. 2-0, j'ai dit. Parce que voilà, le match face à l'Angleterre, c'était 3-1. Donc 2-0, ils font une remontada, ils gagnent 3-2. La Côte d'Ivoire, ils ont gagné la CAN, ils sont en confiance et ils avaient un collectif pour gagner cette CAN-là. Parce qu'il n'y a pas d'individualité qui sortait véritablement du lot. Là, ce qu'on voit sur ces dernières semaines, c'est que les individualités ivoiriennes commencent à sortir un petit peu la tête de l'eau. Quand on voit ce qu'est en train de faire Nicolas Pepe, quand on voit Jean-Philippe Crasso qui vient un petit peu, quand on voit d'autres joueurs qui peuvent venir renforcer cet effectif ivoirien, notamment Eli Wahi qui a été contacté d'après mes infos et que on ne serait peut-être pas surpris de le voir à la CAN. Au niveau des stats, c'est pas encore ça. Hein. Ouais, c'était difficile, mais là, il est en train de prendre un petit peu de confiance en Allemagne. Donc, ce sont des équipes qui peuvent être renforcées d'ici la CAN. Il y a la prochaine trêve au mois de novembre où forcément, il y aura des listes élargies. Donc, faites attention à la Côte d'Ivoire parce que ces individualités commencent à prendre de la valeur et que le collectif était déjà là. Donc, on verra ce qu'ils vont produire. Et forcément, je parlerai du Sénégal, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a un déclic qui s'est passé. Il y a un collectif qui devient un peu plus huilé. Et surtout, il y a des renforts qui viennent. Notamment, on avait annoncé récemment l'arrivée de Mamadou Sarr du RC Strasbourg, qui malheureusement, à cause d'une blessure à la cuisse, n'est pas venu en sélection, mais ce n'est que partie remise. Il y en a d'autres. Le sélectionneur il est en train de faire le tour de beaucoup de pays européens. Il a même prévu une autre tournée au mois de novembre. Donc tout ça là pour renforcer son effectif. Et ce Sénégal-là a gagné en collectif, plus des individualités. Il pourra faire très très mal au Maroc, surtout qu'au niveau du parcours, si le Sénégal finit premier, c'est une équipe qui va rester à Tanger jusqu'en demi-finale. Donc ça a son pesant. C'est un élément ça, c'est pour la récupération. Exactement. à prendre en compte aussi. Lucas, donc Ousmane, hein, un petit résumé rapide. Tu as parlé du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, Oui. potentiellement capable de vraiment contrarier l'équipe marocaine. Lucas? Je rejoins totalement Ousmane, notamment pour ce qui est de la question du Sénégal. Et j'ajouterais que j'ai l'impression que le Sénégal est aujourd'hui moins dépendant de Mané qu'il pouvait l'être il y a quelques années. On voit qu'Ismaïla Assar est de plus en plus fort avec Crystal Palace, que Iliman Ndiaye confirme tout bien qu'on pensait de lui avec Everton. Donc on voit qu'il y a beaucoup plus de variété offensive qu'avant. Et pour ces raisons, je pense que le Sénégal a des vraies chances de l'emporter. La Côte d'Ivoire aussi, mais l'équipe dont j'aimerais parler, ce serait le Ghana. Parce que tu ne l'as même pas cité parmi les outsiders. Et moi, j'ai l'impression... Il y a 24 pays. C'est pas grave, tu fais comme tu veux. Personne n'y croit ici et moi je pense que le Ghana peut faire quelque chose. Je vais expliquer pourquoi. Ils ont eu effectivement un creux générationnel, mais les frères Ayou sont toujours là pour amener la jeune garde. Il y a Mohamed Kudus, il y a Iñaki Williams, il y a Antoine Semenyo qui est mon chouchou en première ligue. Et même derrière avec Mohamed Salissou de Monaco, etc., il y a vraiment du talent dans cette équipe. Elle est en passe de se qualifier pour la Coupe du Monde, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure. Et à part au poste de gardien, où j'ai une petite inquiétude, je pense que le Ghana peut aussi créer la surprise et pourquoi pas aussi renverser le Maroc dans cette compétition. On sait qu'il y a beaucoup de surprises à la CAN, on en parlait tout à l'heure. Je pense que le Ghana peut être une des surprises de cette CAN
2024. Je peux poser une question à Lucas ou pas? Oui, vas-y, je t'en prie. Donc en fin 2025, à l'aube de 2026, tu comptes encore sur les frères Ayou Non, je compte pas sur eux. Plutôt, c'est pour pour les. gagner une canne? Non, c'est non, ça non, c'est pas pour gagner une canne, pas du tout. Ok. Je dis pas qu'ils seront les joueurs décisifs, mais tu sais, il faut des joueurs de vestiaire en général, des joueurs qui vont montrer la voie, qui vont tenir un effectif, tenir Un groupe. la cohésion du groupe exactement. Le groupe Et je vit pense bien. Et je pense qu'aujourd'hui, ouais, mais le groupe va dans le bon sens. On sait que Serge Aurier qui perd sa place en Côte d'Ivoire à la dernière CAN, il est quand même important dans le vestiaire. Donc il y a toujours des joueurs comme ça, même s'ils ne sont pas forcément titulaires, qui vont être importants pour la cohésion de groupe et qui va permettre à une équipe d'aller loin. Et moi, je pense que les frères Ayou, ils servent à ça. Mais effectivement, je ne compte pas sur eux pour marquer tous les buts du Ghana à la CAN. Alors, donc, Lucas, un petit récap comme ça, il a parlé du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Ousmane, toi, tu as parlé du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. À ton tour, mon cher Alex. Non, moi je vais pas être original, mais la Côte d'Ivoire pour moi, je pense que c'est l'équipe la mieux armée pour pouvoir embêter le Maroc. Après, toi tu mets le Maroc en ultra favori, moi je le mettrais pas vraiment en ultra favori, même s'il joue à domicile. Toi, tu veux bousiller mon débat, quoi, c'est ça? Non, mais c'est que en fait, et Regragui, je pense qu'il a la pression. Hein. Il a beaucoup de pression, Regragui, parce que je pense que s'il faut un mauvais résultat. À cette canne-là, ça peut mal tourner pour lui pour la suite. Mais si on se ressent sur le débat, pour moi, la Côte d'Ivoire, je pense que c'est l'équipe la mieux armée parce que, comme je l'ai dit, je l'avais dit ici, et je suis un peu d'accord avec Ousmane, c'est que la différence, c'est qu'ils ont déjà gagné cette génération-là, je veux dire, cette équipe-là. Il est rare de Ouais, voilà. voir une équipe africaine récidiver comme ça, hein, de suite. Hein. C'est rare, je suis totalement À part d'accord avec toi. l'Égypte. À part l'Égypte, évidemment. Mais je pense que d'avoir des joueurs qui sont leaders de vestiaire, d'avoir un coach qu'on laisse travailler, même s'il est beaucoup critiqué quand même en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas suffisamment de jeux produits, je pense que c'est plus, comme je l'ai dit ici, c'est plus un entraîneur pragmatique qui est là un peu pour contrer ses adversaires plutôt que d'instaurer son plan de jeu. Mais tout ça pour dire que, pour moi, le fait que ce soit une équipe qui ait déjà gagné avec des joueurs d'expérience, c'est un vrai plus, une vraie plus-value. Et en plus, l'avantage aussi, c'est que la Côte d'Ivoire, il y a quand même un bon mélange entre les joueurs donc expérimentés. Tu parlais des frères Ayou, mais moi, je peux t'en citer d'autres, comme les Franck Kessié, Seko Fofana, qui commence à avoir beaucoup de matchs au très haut niveau, Singo, qui a des bonnes... comment on peut C'est dire? pas le même statut quand même. Non, c'est pas le même statut évidemment. Mais J'adore Singo en plus. Sébastien Haller, je sais pas s'il sera convoqué, Sébastien Haller, ça m'étonnerait, mais Pour le vestiaire, effectivement. Mais ça fait pour le partie des vestiaire, joueurs qui c'est peuvent. toujours bien. Pourquoi il ne serait pas Serge convoqué? Aurier. Mais il a été convoqué, là, Sébastien Non, Haller je parle il pour parle la de CAN. la CAN. Ah, la CAN. Pourquoi il ne le serait pas? Bon, parce qu'il est un peu sorti des radars quand même, Sébastien. Ouais, Oui, mais il est retourné en il a un Hollande. style unique. Hein. On l'a vu, Ouais, je suis même d'accord. blessé quand il est rentré Je en suis quart, d'accord, demi-finale. On a vu tout après- ce que ça produit. Après, moi, en tout C'est cas. un vrai point de fixation, en tout cas, pour Oui, non, bien l'équipe sûr, ivoirienne. bien sûr. Et puis il est bon quand il va en sélection, mais je pense que Jean-Philippe Crasso part quand même pour être titulaire. Et ils ont des jeunes. Ils ont des jeunes comme Oumar Diakité aussi qui est là. Il a un peu baissé de régime, mais je pense qu'il peut toujours faire de bonnes Il a performances. été rappelé Ils encore. ont Simon Adingra qui est là aussi, Pareil, qui est un peu baissé. qui est un peu baissé, mais je veux dire, ils ont quand même un effectif, je trouve, qui est assez complémentaire, des joueurs qui sont complémentaires. Et je terminerai aussi sur la charnière centrale, moi, que j'aime bien. Kosunu Ndika, je pense que ça va être celle qui Ça, c'est solide. sera vraisemblablement titulaire. Et je pense que... Ta préférence va en direction de Kosunu? Oui. Pas d'Agbadou, par exemple? Non. Non. Ou même Diomandé, hein. Oui. Ah, Diomandé, c'est vrai. le temps. Mais... Qui joue beaucoup moins en sélection. C'est vrai, Diomandé. Mais pour moi, Kosunu Ndika, je trouve que c'est ultra complémentaire. Donc pour toi, c'est en définitive, pour récapituler, c'est quoi? Côte d'Ivoire qui peut contrarier éventuellement le pays La organisateur. Côte d'Ivoire, pour moi, c'est le pays, la Et- nation qui a le plus de certitude. Pour Et toi. sinon, par contre, je suis Toi- d'accord avec Ousmane, le Plus que le Sénégal Maroc. aussi. Côte d'Ivoire, Sénégal pour toi. Non, pour D'accord. embêter Plus le dans Maroc, c'est Ouais. la Côte Côte d'Ivoire. d'Ivoire et le Sénégal pour toi. Alors, moi, déjà, effectivement, je suis comme Mon cher Ousmane. Désiré. Voilà, comme Ousmane, je suis à fond sur le Sénégal. Mhm. Je rappellerai que le Sénégal, ils sont invaincus aux éliminatoires pour la Coupe du Monde, invaincus lors de la précédente CAN. Ils ont perdu au tir au but face à la Côte d'Ivoire. Et quand on perd au tir au but, c'est pas considéré comme une défaite. Et du coup, leur dernière Ouais, défaite. c'est considéré comme une élimination malgré tout. Exactement. Et donc, du coup, leur dernière défaite remonte en fait en 2019 lors de la finale de la CAN contre l'Algérie. C'est une équipe solide qui justement progresse, qui a maintenant des nouvelles vertus, peut même remonter des buts à 2 buts d'écart, comme il l'a dit aussi Ousmane. Donc pour moi, franchement, je pense que le Sénégal peut contrecarrer le mieux le Maroc. En plus, c'est la deuxième nation africaine la mieux classée au classement FIFA. Donc forcément, quand on cherche qui peut contrecarrer le Maroc, eh ben on regarde forcément le deuxième classé derrière le Maroc. Et ensuite, comme mes camarades l'ont dit aussi, on regarde forcément aussi le champion
d'Afrique en titre, donc la Côte d'Ivoire. Il a rappelé, je ne vais pas revenir là-dessus, voilà, une bonne charnière centrale. Ils peuvent même se permettre le luxe de ne pas sélectionner Oumar Solé, qui pour moi mériterait tout autant d'être aussi sélectionné en sélection ivoirienne. Voilà. Mais ils ont tellement un vivier à ce poste-là qu'ils peuvent se permettre ce luxe-là. D'ailleurs, je regarde, excuse-moi, mais une parenthèse, je crois qu'ils ont quasiment, Ousmane, tu me corriges, quasiment encaissé 0 but, non durant ces éliminatoires. Le Sénégal? Non, la Côte d'Ivoire. Ah, la Côte d'Ivoire, Si. je ne suis pas sûr des statistiques. C'est vrai qu'il y a très peu de buts encaissés. Alex, tu peux regarder ça, Très peu s'il de te buts plaît, pour la encaissés. précision. Oui, je te laisse terminer. Voilà, très peu de buts encaissés. Et ensuite, il y a des nations auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui ont un style de jeu qui, justement, peuvent embêter, accrocher le Maroc sur un seul match, comme par exemple lors de la précédente CAN. Personne n'aurait misé sur l'Afrique du Sud, qui sortirait justement le Maroc en quart de finale de la CAN. Donc moi, je pense à des nations comme l'Égypte ou la Tunisie, qui sont des équipes vraiment très chiantes, éprouvantes à jouer. Et ensuite aussi, on peut penser à une autre équipe qui peut aussi peut-être, tu l'as évoqué justement dans ton teasing pour lancer le sujet, c'est l'Algérie. On sait qu'il y a une grande rivalité entre les Algériens et les Marocains. Et je sais que les Algériens aimeraient justement jouer ce mauvais tour, faire un pied de nez aux Marocains en s'imposant sur leur terre. Même si pour moi, je miserais moins là-dessus. Mais on ne sait jamais, la transcendance et la motivation, ça permet de dépasser des limites. Mais personne Surtout ne m'a que parlé. la CAN au Maghreb a toujours été remportée par des équipes maghrébines. Voilà. Donc ça, c'est oui, pour la Pour précision. apporter la petite précision, c'est vrai, il y a eu 0 but encaissé. 0 but encaissé lors de ces éliminatoires Coupe. C'est quoi, Coupe du Monde plutôt? Coupe du Monde. Coupe du Monde, éliminatoire Coupe Et le du Sénégal reste sur 24 matchs invaincus. Ben voilà. Monde. Invaincu aussi. Et c'est le record justement à l'heure actuelle dans le monde. Donc si je résume bien, le Sénégal vient en tête du pays, en tout cas des pays pouvant contrarier le Maroc. Avec et la ensuite, Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Personne n'a parlé du Mali. Non, ils ne gagneront pas malheureusement les C'est- Maliens. Je pense Ils qu'ils sont au courant. sympathiques, mais pas. Non, mais ils sont au courant, mais ils gagneront Mais pas. pas effrayants. malheureusement. Les Maliens nous suivent, ils vont se fâcher, Oui, les amis. bah, Oui, non, mais Voilà, je pense qu'on peut On dire la les même salue chose- d'ailleurs. On peut dire la même chose de la République démocratique du Congo. C'est une Exactement. équipe qui peut accrocher le Maroc sur un match, mais de là à aller jusqu'au titre, la marche paraît trop haute. Et pourtant, les Maliens, ils ont quand même. Ça joue vraiment beaucoup mieux qu'à un certain temps, quand même. Là. Il y a beaucoup plus de certitude. Mais moi, je trouve que le Mali, franchement, Mais pour bon. peu qu'ils prennent davantage confiance, C'est encore ils trop. peuvent être vraiment très encore dérangeants trop- pour non, c'est leurs encore adversaires, trop. les amis. En fait, Vous n'avez pas confiance du tout au Mali. Le Mali manque ce buteur-là, ce joueur qui peut faire les différences quand c'est cadenassé. C'est ça qui manque au Mali. Mais niveau collectif, ils ont un très bon milieu de terrain. Ben oui. Un très bon milieu de terrain avec des joueurs assez intelligents, des joueurs tactiquement qui peuvent répondre à des défis tactiques. Mais il leur faut ce joueur-là, ce game changer, ce joueur qui change véritablement l'issue d'un match. Moi, je pensais avant à El Bilal Touré, justement, qui a d'énormes qualités, mais finalement, Mais- ce n'est pas ce Il y joueur-là. a un autre pays aussi que vous avez comme ça cité assez rapidement à mon goût, qui est quand même demi-finaliste de la dernière CAN. C'est la RDC, les amis. On va en parler un petit peu. Oui, on en a parlé Oui, un petit On peu. dirait que vous n'avez pas confiance là. Non, en fait, c'est pas qu'on n'a Vous n'avez pas pas confiance en la mais RDC. c'est que, regarde, si tu. Mais te- ils ont été demi-finalistes, les amis. Oui, mais si bien tu te sûr. bases que, Ça vaut admettons quelque chose. admettons le Maroc va jusqu'en finale, je vois deux équipes, donc Sénégal, Côte d'Ivoire, comme on a dit, en favori. Mais c'est vrai que la RDC ou le Mali, je les vois mal aller en finale, tu vois. C'est dans cette optique-là que je réfléchis. Je les vois mal aller en finale, peut-être en demi ou en quart de finale, pourquoi pas. Mais aller jusqu'en finale, ça va être compliqué. Et les Lions indomptables aussi. Non, malheureusement. Non, ils ont un petit vide Génération creuse, générationnel. quand même. C'est ça. Un petit Génération creux creuse, génération. Bon, bah, les amis, vous connaissez bien le Cameroun. ouais. Vous connaissez très bien le Cameroun, les amis. vrai que Vous suivez trop le foot, c'est c'est vrai vrai que dire leur- ça. Exactement. Le Cameroun, c'est bien cette équipe qui est capable de renaître de ses cendres, mais Exactement. à tout moment, les gars. Mais ils étaient décevants lors de la précédente CAN, justement. Très décevant. Et leur dernière victoire en Cannes, déjà, peu de monde les attendait. Qu'ils fassent le coup une deuxième fois, ça serait très. Ils en sont capables, hein. Ils en sont capables, surtout ils ont un bon crois milieu pas, de je terrain aussi, Baleba, Anguissa. Oui, Anguissa, Il y a mais- Karl et Young qui est en train d'exploser en Espagne. Attention, les amis. hein. Attention, et même le Attention, Nigeria, hein, on n'en a pas parlé. On n'a pas Oui, trop on peut parlé. pas parler de toutes les équipes. Voilà, c'est très décevant en éliminatoire. le Oh, mais Nigeria. vous êtes des francophones, vous trichez un peu, sauf le gars qui a parlé quand même du Donc, Ghana en réalité, malgré ça ne tout. sera pas une mince affaire pour le Maroc. Donc, c'est même, une- même chez elle. C'est Par une contre, je affaire à rêve de suivre, voir un justement. Maroc-Algérie. Moi, je rêve de voir un Maroc-Algérie.
Maroc-Algérie. Ah bah oui. Je rêve de voir un Maroc-Algérie Bah écoute, pourquoi en pas. demi ou en finale. Ça ou- va être On sortira les popcorn. En tout cas, ouais. D'ailleurs, cette CAN, elle va arriver très 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 vite, hein, les amis. Hein, je vous propose et j'informe nos téléspectateurs. D'ici quelques semaines, on va faire un spécial à chaque fois. On ne peut pas faire les 24 pays, mais on va essayer d'en faire 6 ou 7 des pays qui, à notre avis, en tout cas, sont potentiellement capables de gagner cette Coupe d'Afrique 2025. Donc, il va se jouer du côté du Maroc. À présent, les amis, on va faire un tu préfères. On va redescendre un tout petit peu avec toi, Lucas. On va faire un tu préfères entre Victor Osimhen et Serhou Guirassy. C'est dans la chronique qui s'appelle Tu préfères. Mon cher Lucas. Oui, Malik. Donc aujourd'hui, effectivement, on va présenter deux numéros 9 africains qui sont parmi l'élite européenne aujourd'hui. Donc tu l'as dit, Serhou Guirassy et Victor Osimhen. Je vais commencer par le Nigeria. Victor Osimhen, c'est 26 ans, 261 matchs en professionnel pour 147 buts. Il s'est révélé d'abord à Charleroi, puis à Lille, avant de totalement exploser à Naples, notamment la saison 2022-2023, où il est meilleur buteur de Serie A, Ballon d'Or africain, et qu'il remporte la Serie A avec Naples. Depuis 1 an et demi, il est parti à Galatasaray, il s'est exilé, donc il est un petit peu moins en vue, mais il continue d'empiler les buts. C'est un attaquant qui est vraiment très facile avec le ballon, qui sait faire plein de choses. Voilà, un très bon buteur. On regrette un petit peu qu'il soit en Turquie, on aimerait le voir dans un plus gros club pour voir s'il peut performer Gros championnat, au tu plus veux haut niveau. aussi. Oui, pardon, dans un plus gros championnat, mais on peut le voir encore en Ligue des Champions. Hein. Il a été très bon contre Liverpool cette semaine. Donc voilà, Victor Osimhen d'abord, et Serhou Guirassy. Serhou Guirassy, c'est un peu un parcours différent. Ça veut dire que Osimhen, tout a toujours été facile. Il s'est toujours imposé assez rapidement dans ses équipes. Serhou Guirassy, il a beaucoup plus galéré. Il a commencé par des passages à Lille, Auxerre ou à Cologne, où ça n'a pas forcément marché pour lui. Et c'est depuis 1 an et demi en Allemagne, d'abord à Stuttgart, puis à Dortmund, qui s'éclate. Mais lui, il s'éclate vraiment. C'est-à-dire que l'an dernier, il est co-meilleur buteur avec Raphaël de Ligue des Champions, avec 13 buts. Et en fait, on a l'impression que c'est un attaquant qui progresse sans cesse. Là où moi-même je le trouvais assez limité à Rennes, il a élargi sa palette de jeu, il est létal face au but et on a l'impression qu'il ne peut pas se passer grand-chose dans un match. Enfin, il ne laisse pas passer 3 occasions, quoi. Ça passe une fois, pas deux. C'est vraiment un attaquant exemplaire aujourd'hui. Donc moi, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à savoir qui est le meilleur et j'aimerais avoir vos avis. Tu choisis qui dans ton équipe type, Ousmane? Moi, je Serhou prends... Guirassy face à Victor Osimhen. Je prendrais plus Guirassy. C'est parce que c'est un joueur qui est plus intelligent tactiquement. C'est un joueur qui permettrait à son équipe de jouer au foot. Contrairement à Osimhen, c'est un bagarreur, c'est quelqu'un qui est toujours là au combat, qui marque des buts. Par exemple, je pense qu'il en est à 26 buts en 42 sélections avec le Nigeria. Mais pour jouer au foot, véritablement, je prendrais Guirassy. Je n'ai rien contre Osimhen, mais C'est un choix. Voilà. Désiré. Moi, le cœur choisirait justement Guirassy, parce que j'ai des origines de la Guinée. Et la raison, je choisirais Osimhen, parce que pour moi, c'est un attaquant qui est plus talentueux, qui est plus performant devant les buts. Après, attention, Guirassy, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'effectivement, sa marge de progression a été énorme, parce que personne ne s'attendait à ce qu'il soit co-meilleur buteur de la Champions League. Et aussi, parce que la Bundesliga, on dit que c'est un championnat qui est réputé facile pour les attaquants, mais quand on prouve avec autant de buts inscrits la saison dernière en Ligue des Champions, ça prouve que franchement, minimum, on a au moins un très gros bagage justement devant les buts. Donc moi, je choisirais Guirassy par rapport au fait que non seulement déjà il est d'origine guinéenne, mais aussi parce que tout simplement... Ça, on l'a bien entendu. Ça, on l'a bien compris. Mon Dieu. C'est qu'il a fait ses preuves en Europe, c'est-à-dire que même si Osimhen il est arrivé en quart de finale il y a 2-3 saisons avec Naples, il n'a pas fait une Ligue des Champions aussi transcendante que celle de Guirassy. Donc c'est pour ça que Guirassy, pour moi, c'est celui qui devrait être titulaire. Après, on peut dire qu'en sélection nationale, Guirassy, c'est seulement 15 sélections, 3 buts, quand Osimhen a déjà amené son équipe en finale de la CAN, etc. C'est pas le même Donc, effectif aussi. C'est pas le même effectif, la Guinée. mais c'est pas le même, c'est seulement 15 sélections. Et attention, la Guinée Parle pas trop d'effectifs. Parce que moi, je vais te donner l'exemple unique. Et attention pour terminer. Maradona a gagné la Coupe du Monde à lui tout seul. Et attention pour la Grèce l'a gagné en 2004. Et attention, la Guinée aussi a fait son meilleur parcours justement dans la dernière CAN. Ils sont arrivés en quart de finale. Et il y avait qui dans les rangs? Il y avait Guirassy. Voilà. Alex, tu choisis qui? Guirassy versus... C'est difficile, Osimhen. parce que T'es le coach là, tu choisis qui?
J'aime beaucoup les deux, franchement, j'aime vraiment beaucoup les deux. Ce que Osimhen a et que Guirassy n'a pas, je dirais, c'est la vitesse quand même. Osimhen, il peut quand même prendre de la profondeur. Mais moi, je suis plus... J'adore Osimhen, vraiment, mais je suis plus sensible à Guirassy. Je sais pas, Guirassy, sa manière de jouer, sa manière de... Tactiquement, comme il a dit Ousmane, sa manière de sentir les coups, toujours très bien placé. C'est un point d'appui, un point de fixation pour son équipe. Je trouve ça vraiment... Et je trouve qu'il est beau à voir jouer. Enfin, Osimhen aussi, hein, mais je trouve que Guirassy, il est particulièrement beau, selon moi. Et la différence aussi, c'est que je trouve que quand on a déjà vu Naples être en difficulté, quand Osimhen joue à Naples et Dortmund être en difficulté l'année dernière, je trouve que Guirassy, même quand son équipe est en difficulté, lui, il arrive quand même à garder les ballons, à orienter le jeu, à faire son bon match. Alors qu'on sait très bien que quand tu es numéro 9 et que ton équipe va mal, c'est très compliqué pour un numéro 9. Et en l'occurrence, je trouve que Guirassy, il est là. Et même, je pense que pour ses partenaires, d'avoir Guirassy, c'est un soulagement de le voir. Donc moi, je partirais plus sur Guirassy. Après, j'adore Osimhen. Hein. Donc Guirassy remporte le suffrage, hein, en tout cas sur ce plateau. Exactement. Mais Ousmane, comment tu expliques justement on a l'impression que Guirassy, malgré toutes les belles saisons qu'il enchaîne, tous les buts qu'il marque, on a l'impression qu'il a comme un déficit d'image, de popularité. Tu expliques ça comment? C'est sa personnalité? C'est la communication qui n'est pas optimum? Comment tu l'expliques? D'ailleurs, je touche à un sujet qui m'est très très cher, l'image de marque que peut véhiculer un sportif, parce que voilà, j'accompagne beaucoup de sportifs dans ce domaine-là. Tout à l'heure, pour préciser, Guirassy, il est à 10 buts en 26 sélections. Donc c'est pas mal comme ratio avec la Guinée. Ah bon, pardon, j'avais pas... Voilà. C'est pas mal comme ratio avec la Guinée. Mais c'est juste pour revenir encore par rapport à ce que tu disais. Comment tu peux être un joueur primordial pour ton équipe et que ton entraîneur en conférence de presse dise que ouais, Guirassy doit faire plus. C'est-à-dire que toi, tu montres véritablement pas ta valeur. L'épisode du penalty. Exactement. Tu montres pas véritablement ta valeur. Après, c'est un joueur discret et tout, très reculé, on ne le voit pas beaucoup, on ne le voit pas sur les réseaux sociaux et tout. Mais aussi, il faut que sa personnalité aussi soit en accord avec ce qu'il montre sur le terrain. Aujourd'hui, pour être capitaine d'une équipe, il va falloir avoir une image qu'on véhicule en dehors du terrain. Et c'est ça qui fait un petit peu défaut à Guirassy. Personne n'a parlé de sa Coupe du Monde des clubs. Pourtant, il a été très bien à la Coupe du Monde des clubs avec Dortmund. L'année dernière, comme il l'a dit tout à l'heure, il finit comme meilleur buteur de la Champions League. Est-ce que Guirassy doit finir... C'est à peine si on le sait, quoi. C'est à peine si on le sait, si on n'est pas vraiment très attaché à regarder le foot. C'est à peine si on sait que Guirassy a fini comme meilleur buteur de la dernière. Mais ce qu'il a fait l'année dernière, il ne doit pas être en dessous du top 10 du Ballon d'Or. C'est ça, parce qu'il est arrivé 21e. Il aurait pu espérer mieux. Ah là, 21e. Les gars, vous forcez un petit peu quand même. Pour moi, il devait être devant Gyökeres, en tout cas pour moi. Quand je vois Gyökeres qui est aussi haut... D'accord, mais je dis pas qu'il est... Désiré Doué ne doit pas lui passer devant. Non, mais Désiré Doué... Ça, c'est un autre sujet. Il gagne la Ligue des Champions. Il marque 2 buts en finale. C'est juste impactant au dernier moment. Lui, il a été décisif durant toute la saison. Travailler davantage son image. Son image, exactement. Il est moins spectaculaire aussi. On va s'adresser justement. On va s'adresser aux équipes de Guirassy, hein, puis on va te convier justement à aller faire ce travail-là auprès donc de notre ami Serhou Guirassy, qu'on salue par ailleurs, parce que c'est justement ces footballeurs africains-là qui nous font honneur ici même sur les pelouses d'Europe. Les amis, à présent, on va basculer dans la nouvelle rubrique d'Afrofoot, c'est un face-à-face entre Désiré d'une part et Alex d'autre part. On va se poser la question, justement, une question au niveau de la VAR. À chaque journée de championnat, on se rend compte que la VAR, il y a toujours des discussions, bien que ce nouvel outil soit installé. Malgré tout, les discussions n'arrêtent pas. Tu as fini le débat. Alors, pardon ? Tu as déjà tout dit. En disant ça, tu as déjà tout dit. Alors, on va se poser la question quand même de savoir si c'est une régression ou tout simplement un progrès. Et c'est dans la rubrique Face à Face. Alors, vous avez 2 minutes chacun, les amis. On va commencer par toi, mon cher Désiré. VAR, progrès ou régression? On commence par toi. Alors, moi, tout d'abord, c'est ni une régression, ni un progrès. C'est une stagnation. Mais avant de poursuivre, je vais d'abord rappeler les 4 règles d'utilisation pour justement le VAR. C'est pour un but, donc s'il y a faute ou hors-jeu avant le but, et un penalty ou non, carton rouge,
et et aussi sur les erreurs d'identité par rapport aux avertissements et aux cartons. Donc, pour moi, c'est une situation litigieuse peut impacter un titre, une descente ou encore une qualification. Demandez par exemple à Irlande-France en 2009. Les Irlandais, je ne pense pas qu'ils auraient été contre justement l'utilisation de la VAR. La main de Thierry. Voilà, exactement. Allemagne-Angleterre, Lampard, il aurait aimé justement en Coupe du Monde en 2010 que le VAR intervienne. Ah oui, d'ailleurs, on dit le VAR et pas la VAR. Comme ça, vous savez. Merci pour moi. Voilà. Ensuite, Barça-PSG 2017. Simulation de Luis Suarez dans la surface de réparation. Pour moi, c'était pas une simulation. Après, c'est mon point. On le laisse finir. C'est une simulation et justement, l'arbitre aurait pu intervenir grâce à ça. Donc, on dit souvent que ça casse l'émotion du jeu, mais pour moi, l'émotion, c'est aussi celle qui gagne avec la loyauté. À la loyale, pardon. Celle d'un supporter qui sait que la victoire, elle est méritée. L'émotion de la justice, elle compte aussi. Donc oui, le VAR est perfectible, mais le problème, c'est pas l'outil, en fait, c'est son utilisation. Si elle est mieux gérée, justement, par les arbitres, s'il y a plus de transparence, s'il y a une meilleure formation des arbitres, les décisions sont plus rapides, là, justement, il n'y aura aucun problème. Ensuite, vous voyez l'exemple avec le rugby, le tennis, la NBA. On fait appel à la technologie, il n'y a pas de problème. Pourquoi du coup le football, le sport le plus regardé, ça ne fonctionnerait pas? Donc pour moi, c'est un outil qu'on a à disposition. Nous sommes en 2025, on a des outils, il faut les utiliser justement pour fluidifier le jeu, aider l'arbitre parce que aussi l'arbitre, il a beaucoup de pression quand il doit prendre une décision et c'est un filet de sécurité, c'est censé être une aide justement pour éviter justement et réduire surtout les injustices parce que le VAR. C'est fini. Pim, 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 pim. Est-ce que tu as convaincu les téléspectateurs? Bon, on le saura dans quelques instants. Alex, à ton tour. C'est bon. Tu as 2 minutes. C'est parti. Top chrono. Non, franchement, moi, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'a dit Désiré. Déjà, pour commencer mon propos, il faut savoir que avant le VAR, du coup, les arbitres, il y avait une statistique qui était sortie, je ne me souviens plus exactement, mais prenaient environ 95% de décisions justes. Donc ça veut dire qu'on a dépensé des millions d'euros sur un outil pour 5% de décisions qui étaient moins bonnes. Deuxièmement, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Tu dis qu'il y aurait moins de soucis, que les arbitres auraient moins de pression. Pour moi, non, c'est faux. Parce que les arbitres, ils ont tout autant, voire plus de pression, d'autant plus que tu sais que dans les championnats, ils sont notés et que s'ils utilisent le VAR, ils ont une mauvaise note, une plus mauvaise note. S'ils utilisent le VAR, s'ils font recours au VAR. Donc en fait, l'arbitre, au lieu de le soulager, au contraire, c'est un outil, ça le met encore plus de pression et ça le déjuge. Et il se dit qu'en fait, d'utiliser le VAR, ça va me coûter des points. Donc pour moi, ça déjà, c'est une mauvaise chose. Ensuite, il y a un truc qui est très intéressant dans l'arbitrage, c'est que c'est de l'interprétation. Autant, tu vois, la goal line technologie, moi, j'ai aucun problème là-dessus. C'était en 2014, je crois que ça a été instauré, et j'étais pour, parce que si le ballon, il rentre, c'est but. Si le ballon, il sort, c'est pas but. Et où il n'est pas rentré, c'est pas but. Alors que là, dans l'interprétation, quand tu vois une faute, on peut voir la même faute, mais moi, je vais dire qu'il y a faute et toi, tu vas dire qu'il n'y a pas faute. Et donc, du coup, le VAR, en fait, il ne fait qu'accentuer les débats, alors qu'auparavant, l'arbitre, il prenait sa décision et voilà, on ne parlait plus parce que l'arbitre ne pouvait pas revenir sur sa décision. Donc, pour moi, le fait d'instaurer le VAR dans cette situation-là, ça reste de l'interprétation à l'arbitrage. Donc, pour moi, ça, c'est primordial de le comprendre. Et dernière chose aussi, c'est que... je me suis perdu dans mes propos, tac, c'est que le VAR... il montre des images au ralenti la plupart du temps. Il y a des images à vitesse réelle, mais il montre aussi des images au ralenti. Par exemple, si je fais ça à Ousmane, je ne sais pas si on va le suivre. Tu ne pourras pas le faire. Si je fais ça tu ne pourras plus le faire. 2 minutes chrono. Mais vous avez compris mon propos. Ça y est, c'est fini. Alors, je crois que le VAR, la goal line, je crois que c'est 2012. Hein, d'après ce que j'ai regardé, je crois que c'est de mémoire. C'est 2012. Bon, les amis, on va laisser nos téléspectateurs juger. Hein, qui, pour vous, a été le plus convaincant s'agissant justement du VAR. Et Ousmane n'a pas donné l'intérêt. Non, c'est le face-à-face. Ça se passe entre Alex et Désiré, en tout cas, pour ce coup-ci. Vos avis, forcément... C'est pas facile de gérer le temps. On les entendra... J'avais même pas vu qu'il y avait le temps. On les entendra justement, certainement, au cours d'une autre émission. Et on va partir justement... Lui, quand il jouait, justement, le joueur dont on va parler, quand il jouait, il n'y avait pas encore tout ce qu'on a comme VAR et tout ça. Il s'appelle Michael Essien et tu vas nous dresser son portrait. Ça se passe dans Crack Légende. Mon cher Lucas.
Malik, est-ce que tu connais Thanos, le méchant de la série Marvel qui est très très fort, Non. etc. Et ben moi je te le dis, si Thanos avait eu un équivalent sur un terrain de football, ça aurait été Michael Essien. Et tu vas voir pourquoi. Et je vais aller le voir alors en rentrant. Michael Essien, il est né le 3 décembre 1982 à Accra, la capitale du Ghana, et il grandit dans le quartier populaire d'Abutu Senia. Son père était déjà un footballeur qui avait une petite réputation à l'échelle locale et c'est lui qui lui a poussé, qui lui a transmis sa passion. Et donc, dès son adolescence, il intègre le Liberty FC Accra. Très vite, il se fait un nom. À l'époque, il est défenseur central. Et avec le Ghana, il dispute la Coupe du Monde des moins de 17 ans en Nouvelle-Zélande en 1999. Et là, il est repéré par Manchester United. Finalement, par rapport à des micmacs de contrat, c'est à Bastia qu'il se retrouve en 2000, donc à même pas 18 ans, il traverse l'océan pour aller jouer à Bastia, de Frédéric Antonetti. Au début, il joue en équipe réserve, ensuite Antonetti le met en défense centrale, mais ça ne se passe pas très très bien. Il faut qu'un jour Antonetti ait la meilleure idée de sa carrière, il le fait monter au milieu de terrain, et là, en très peu de temps, Essien s'impose déjà comme un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Il faut savoir que dès ses premiers entraînements au SC Bastia, Essien a impressionné tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il était imprenable de l'épaule. On voyait un petit jeune arriver, on se disait hop, on va lui mettre un petit coup, il va partir. Essien, au duel, il était absolument imbougeable et c'est une des qualités physiques qu'il a gardées tout au long de sa carrière. Donc je le disais, il a fait 3 ans à Bastia où il s'est imposé comme un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 et ensuite il a signé à l'Olympique Lyonnais. En 2 ans, à Lyon, il s'est imposé non pas comme un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, mais d'Europe. Il a formé un tandem inoubliable avec Mamadou Diarra et Juninho. Il a participé aux épopées en Ligue des Champions. Il a gagné 2 fois la Ligue 1. Et bien sûr, la dernière année, en 2005, il est même élu meilleur joueur de Ligue 1. Il quitte l'Olympique Lyonnais cet été-là pour rejoindre le Chelsea de José Mourinho, qui en fait un des hommes de base de son 11. À Chelsea, d'abord, il joue bien, beaucoup, et il étoffe sa palette technique. Il était d'abord connu comme un joueur qui était très hargneux, très endurant, très physique, et en fait on voit que ça avait commencé à Lyon et ça mute à Chelsea, et il devient un milieu de terrain totalement complet, c'est-à-dire totalement sûr de ses qualités techniques, et qui développe une science du jeu qui est totalement élite. Pendant ses premières années, donc il est champion dès sa première année en 2005-2006 et il participe à l'épopée de 2008 où Manchester United de Cristiano Ronaldo prive Chelsea de la victoire en Ligue des Champions. Et il faut savoir que ce soir-là, Essien il joue arrière droit puisqu'au-delà de toutes ses qualités qu'on lui connaît, il était très polyvalent. Il a dépanné en défense centrale, latéral droit et évidemment au milieu de terrain, là où il était le plus fort. Le problème d'Essien, c'est qu'à partir de 2008, il va commencer à se blesser pas mal et ça va freiner un petit peu la deuxième partie de sa carrière. Déjà en Ligue des Champions, par exemple, le souvenir qu'on a tous de Chelsea, c'est la finale de 2012 quand il renverse le Bayern de Munich. Et Essien, il est absent de la feuille de match parce qu'il est blessé encore et toujours. En 2012-2013, il est prêté au Real Madrid où son plus grand fan, José Mourinho, veut le récupérer. Ça se passe très très bien à Madrid, il est vraiment bon, il est régulièrement titulaire, sauf qu'à son retour à Chelsea, il ne joue plus, puisque Madrid n'avait pas levé l'option d'achat à l'époque. Et donc voilà, à son retour à Chelsea, il ne joue plus, il va un petit peu au Milan AC. Après, il fera des destinations exotiques. Il ira en Indonésie ou encore, je ne me souviens plus, mais voilà, il va un peu faire des parcours à droite, à gauche. Et il va mettre un terme à sa carrière après sa pige en Indonésie. Essien, il a aussi marqué la sélection ghanéenne, même s'il n'a rien gagné avec elle. Il a fait la demi-finale en 2010, après avoir fait déjà la 3e place, il fait une finale en 2010, après la 3e place en 2008. C'est ça. À la Coupe du Monde aussi, il participe à la très très belle épopée de 2006, où le Ghana passe les poules avant d'être éliminé 3-0 par le Brésil. Et malheureusement, il est absent, encore une fois sur blessure en 2010, quand la main de Suarez empêche le Ghana d'aller en demi-finale. Non, c'est le pénalty de Diana Samoa qui empêche. D'abord, c'est la main de Suarez qui empêche, parce que là, il y a des buts. Pénalty, tu peux le rater, il y avait des buts sans la main de Suarez. Mais bref, et voilà. Et on se souvient d'Essien pour beaucoup de choses, notamment sa volée formidable en 2019 lors de la disgrace contre Barcelone. 2012, ouais. En 2012, ouais. 2011-2012, c'est ça, pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? 2019. Par contre, tu as raison. Et voilà, mais Essien, ça reste un joueur qui était un des meilleurs milieux de terrain de l'époque, un box-to-box qui savait mener le danger devant. Il avait une frappe de mule, comme on peut dire aujourd'hui, et il était surtout
impassable défensivement. Ça veut dire qu'il avait 3 poumons. Je le disais tout à l'heure, c'était un peu un mélange de l'endurance d'N'Golo Kanté avec la puissance d'un Erling Haaland. Il était vraiment injouable à son prime et c'est pour ça que c'est une légende aujourd'hui. Et depuis 2020, il est entraîneur adjoint à Nordjylland au Danemark et on lui souhaite la même réussite en tant qu'entraîneur que celle qu'il a connue en tant que joueur. Merci Lucas. Rapidement, en un mot, Ousmane, en un seul mot. Légende. Désiré? Spectaculaire. Alex? Monstrueux. Tout simplement, les amis. C'est à l'Azerbaïdjan, pardon, j'avais oublié. C'est Indonésie, Azerbaïdjan, c'est là qu'il a fini sa carrière. C'est pas à la hauteur de son talent. Et la Grèce aussi, il a fait La Grèce, un petit peu Panathinaikos. ouais. Panathinaikos, effectivement. Merci en tout cas, Lucas, pour ce crack légende qu'est notre joueur, un des joueurs préférés, en tout cas, de votre serviteur. Les événements foot à ne surtout pas louper, ça se passe dans le prochain contrôle. Et ce sera donc avec Alex. C'est ça Malik. Alors là, je vais parler principalement, comme j'ai dit tout à l'heure, des sélections africaines et des événements à venir, puisque c'est la trêve et donc c'est les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde et c'est la 9e et 10e journée. Donc ce sont les 2 dernières journées. Donc le Maroc et la Tunisie sont déjà qualifiés, comme on l'a dit la dernière fois. Et à l'issue de cette 9e journée, plusieurs équipes pourraient rejoindre le Maroc et la Tunisie, dont l'Égypte, l'Algérie, le Cap-Vert, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Ghana. La seule poule où il faudra un peu attendre la 10e journée avant d'être qualifié, c'est la poule de C. C'est là où il y a l'Afrique du Sud, parce qu'on se souvient que l'Afrique du Sud avait été sanctionnée par la FIFA. Donc du coup, c'est la seule poule où il faudra attendre la 10e journée pour vraiment connaître qui de l'Afrique du Sud ou le Bénin sera qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Donc le 14 octobre, on saura les 9 pays africains directement qualifiés pour la phase finale, mais aussi les 4 meilleurs deuxièmes des 9 poules qui joueront les barrages de la zone Afrique, prévus du 10 au 18 novembre 2025, pardon. Et c'est un vrai bazar parce que le vainqueur de ces barrages africains, après ils joueront les barrages organisés par la FIFA avec... On en avait parlé avec Léo. On en avait parlé. Ouais. Les barrages avec l'Océanie, avec l'Amérique centrale, etc. Et bien évidemment, il n'y a qu'une confédération qui est absente, c'est l'UEFA évidemment. Donc un petit récap des matchs de cette 9e journée là qui vont venir cette semaine. Donc mercredi, on a Île Maurice Cameroun, on a Libye Cap-Vert aussi. Et jeudi, on a Somalie Algérie. Sinon, le reste, c'est vendredi. On a Togo contre la République démocratique du Congo. On a le Zimbabwe contre l'Afrique du Sud à 17h, le Djibouti contre l'Égypte aussi à 17h. À 14h, on aura les Seychelles contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui avait gagné 9-0 au match aller, donc à mon avis, c'est plutôt une formalité. On a le Soudan du Sud contre le Sénégal, Ousmane, vendredi à 13h. Et on a la Centrafrique contre le Ghana, vendredi à 17h. Je ne sais pas si vous voulez réagir. À mon avis, dès vendredi, on connaîtra les qualifiés pour les phases finales. Merci Alex. Réaction rapide, Ousmane? J'attends avec impatience le sulfureux Bénin-Nigeria. Ah oui, Ça, c'est À la dernière parce que le journée. Nigeria, justement, a fort à perdre. ça vaut son pesant de cacahuètes. Merci les amis d'avoir été là. Merci Déjà, à toi. c'est fini, Afrofoot. On va se retrouver lundi prochain. Et ce sera donc avec Alex à la présentation. Je fais une petite parenthèse. Et puis, restez justement connectés sur les programmes de Global Africa Télé Sud. On se dit à très vite et puis joyeux football. Ciao.